Quand tu rejoins un pure player comme Le Bon Coin, tu as d'autres défis, mais par essence, c'est une boîte qui est tech, c'est une boîte digitale. Donc tu n'as pas, même si elle a 18 ans, tu peux avoir des problèmes de couches de système qui ne se parlent pas forcément très bien. Mais quand tu veux transformer et décréter que tu vas faire de l'omnicanalité au BHV, mais qu'aucun système ne se parle, que la supply chain a été montée sans penser un jour à faire du e-commerce, en fait, tu as tout à reconstruire d'un point de vue IT, outils, logistique. Et donc, c'est des défis qui sont beaucoup plus lourds parce que ça nécessite des investissements qui sont colossaux. Et quand tu diriges un magasin, tu as déjà énormément d'enjeux à moderniser le magasin, investir des CAPEX. Donc mettre ces CAPEX-là en additionnel pour développer le e-commerce qui n'est pas forcément rentable, voilà, tu te retrouves à avoir des discussions et des arbitrages. Tu sais que tu dois y aller. Enfin, moi, ma conviction, c'est que la force, c'est d'avoir le magasin physique et le relais e-commerce, évidemment. Mais ça nécessite des arbitrages d'investissement qui sont parfois difficiles à prendre parce que le retour sur investissement n'est pas immédiat. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, c'est Sophie qui vous parle aujourd'hui, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis accompagnée d'une acolyte, c'est Alexandra qui sera en duo avec moi aujourd'hui. Salut Alexandra. Bonjour à tous. Alexandra, tu fais partie de la team investissement et tu es notamment focus sur le fonds d'Astor qui est focus lui-même sur les sujets e-commerce et retail. Exactement. Et on a l'immense honneur aujourd'hui de recevoir l'une des femmes les plus inspirantes de ces sujets, l'e-commerce et le retail. Et je dois dire qu'elle a un parcours assez impressionnant. Après un passage chez Bain & Compagnie, Casino, elle fait un saut aussi chez Westwing, puis au BHV. Elle prend ensuite la tête d'Italie et aujourd'hui, elle est DG de Le Bon Coin. Et en parallèle, BA chez Leia Capital, un fonds de BA 100% féminin. Bref, on va découvrir tout ça ensemble. Bonjour et bienvenue Amandine, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, Sophie Alexandra. Quelle pression. Comment vas-tu ? T'es bien installée ? Tout va bien ? Tout va bien, très bien installée, merci. Bon avant de commencer et de rentrer un peu dans le dur du sujet et découvrir toutes tes aventures, est-ce que tu peux nous parler de d'où tu viens, qui étais-tu quand tu étais enfant, adolescente, qu'est-ce qui t'a amenée à l'Amandine d'aujourd'hui ? Alors écoute, je suis grenobloise, je suis l'aînée d'une famille de 2 et mes parents m'ont eu assez jeune, ils avaient 25 ans, ils étaient disquaires, donc passionnés de musique, ils avaient leur magasin, donc j'ai vraiment grandi dans la boutique avec beaucoup de joie et d'amis autour d'eux. Et comme ils m'ont eu en fait premier enfant dans leur groupe d'amis. J'étais trimballée et quand eux, ils allaient dans des concerts, je dormais chez les uns les autres. Donc, j'étais une sorte d'enfant partagé et c'était très sympa. Mon frère est plus jeune, on a 6 ans et demi d'écart. On est pourtant très proches. Ça ne nous a pas empêché d'avoir une vraie proximité. Donc, je me souviens d'une enfance très joyeuse, beaucoup de liberté. J'ai des parents qui n'ont pas fait d'études. Mon père, qui, après avoir été disquaire, est vraiment parti du bas de la pyramide pour devenir directeur général de label de musique. Donc, il s'est fait tout seul, métier passion. Il a toujours beaucoup travaillé. Et donc, il m'a montré que c'était possible. Moi, j'ai fait des études, mais c'est vrai, pas du tout poussé par mes parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais. Donc, beaucoup de liberté et une responsabilité que je me suis mise toute seule pour avancer. Et ils t'ont donné un certain goût pour la musique, j'imagine ? Ouais, alors j'ai eu la chance, je suis pas musicienne, j'ai fait un peu de piano, un peu de saxophone, mais c'est pitoyable. Je mets mes enfants, j'ai 2 enfants je tente de mettre au piano, mais j'ai beaucoup fait de concerts, énormément, aussi bien les Dance Machines à Metallica, en passant par Patrick Bruel. Ah oui, un large spectre. Ouais, j'aime beaucoup de choses. Ce que j'adore, c'est la musique live, donc être à des concerts, ce que je fais encore aujourd'hui. On a la chance avec Le Bon Coin d'avoir une loge à l'Arena à Bercy. Génial. Excellent. Et du coup, j'essaye d'y aller dès que je peux avec les clients, avec les équipes. Et j'aime la musique live, on se sent vivant, j'adore ça, c'est super. Un prochain concert prévu bientôt ? Écoute, prochainement, il y a Eddie de Pretto cette année que j'ai envie de voir, que j'aime bien. J'ai vu Juliette Armanet il n'y a pas longtemps. J'ai vu son dernier concert là, à la Cigale. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est
typiquement le genre d'artiste que j'aime parce que c'est une bête de scène, elle est complètement, elle a un grain de voix, mais pas que. Non, et c'est génial. Et tu passes vraiment, tu te sens vivant, un moment partagé comme ça de proximité, de connivence, c'est génial. Et puis il y a aussi des événements sportifs. Je vais emmener les enfants voir du basket à l'Arena et c'est aussi sympa. Trop bien. On est très... Désolée, j'ai l'impression que mon micro marche pas. Donc, je vais venir te coller, Alex. Proximité. On est très branchés sport aussi chez Delphine. On organise beaucoup d'events autour du sport. Donc, on saura à quelle porte toquer. N'hésitez pas. J'essaye chaque année, normalement, de me mettre un défi sportif. Et j'ai fait il y a 2 ans, alors l'année dernière mon défi sportif ça a été de prendre la tête du Bon Coin, mais l'année avant j'avais fait le raid Amazon, 10 jours au Sri Lanka, en binôme, une aventure de dingue, du canoë, du vélo, du run and bike, des trails, du tir à l'arc, c'était super. La totale. Ouais, canon, et une bonne aventure à faire, et donc je cherche le défi de cette année. J'ai des collègues qui m'ont parlé de Spartan. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est un truc qui a l'air assez dingue. Je ne sais pas si je m'en sens encore capable. Donc j'ai dit peut-être, mais en novembre. Ça consiste en quoi ? C'est de la course, alors plus ou moins longue, avec des obstacles. Donc tu as monté à la corde, rampé. Enfin, ça a l'air d'être un truc assez proche d'environnement militaire, si tu veux. Mais ça a l'air fun. C'est des équipes de 4, mais il faut se porter les uns les autres. Donc, et ça se fait Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Et il y en a un peu partout en France, en fait, et même en Europe. J'ai vu que c'était un vrai truc, mouvement, en fait. Ouais. Ok, excellent. On plonge dans le vif du sujet. Ouais. D'où t'es venue cette appétence de l'e-commerce et du retail ? Comment t'as découvert ce monde dans lequel t'as évolué ? En fait, j'ai commencé par faire du conseil en strat après l'école chez Bain. Ouais. Assez vite, quand tu es junior, tu n'es pas spécialisé, mais assez vite, j'ai fait des missions consumer goods et retail, et j'ai vraiment bien aimé. Je m'entendais bien avec les partenaires, donc par connivence, ils me reprenaient sur leurs missions, où j'ai fait aussi beaucoup de missions pour des fonds de private equity, aussi sur des sujets retail. Comme Toys R Us à l'époque. Et j'aimais bien parce qu'en fait, le sujet, il est hyper simple. T'achètes et tu vends des produits, c'est assez facile à comprendre. Et en même temps, ça demande une complexité d'avoir le bon produit au bon endroit, dans le bon niveau de stock. Et puis les débuts du e-commerce, je suis plus si jeune, donc quand j'ai commencé, il n'y avait pas du e-commerce partout comme aujourd'hui, et notamment pas sur la partie alimentaire. Donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Casino, sur un job directement opérationnel, ce que je voulais faire quand j'ai quitté le conseil. Je ne voulais pas forcément passer par une cellule strat, je voulais prendre des décisions, les assumer, gérer des équipes. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée à gérer 50 personnes très différentes de moi, plus âgées pour la majorité, qui venaient du magasin, à la centrale d'achat de Casino. Je m'occupais du secteur de la maison. Et j'ai adoré cette aventure. Après quelques années chez Casino, je me suis dit, si tu veux faire du retail, il faut évidemment que tu fasses du e-commerce. Et il y avait des opportunités chez Cdiscount, mais c'était à Bordeaux. Je n'étais pas forcément mobile. Et c'est pour ça que, par réseau, je suis allée chez Westwing, un pure player, un site de vente privée de mobilier décoration, un site allemand dont j'ai dirigé la France. C'était mon premier rôle de direction générale d'un tout petit truc, en fait. C'est une boîte qui avait 3 ans. J'ai fait les 3-6 ans. Donc vraiment structuration, accompagnement de la croissance. On a déménagé 3 fois de siège, 2 fois d'entrepôt en 3 ans. Aussi les péripéties de on rate Noël et on a tous les cadeaux qui sont encore stockés dans notre entrepôt le 3 janvier. Donc on a vécu une aventure de dingue. Mais je m'étais dit, e-commerce, quand tu veux faire du retail, il faut absolument aussi cocher cette case. Et après, je m'en suis évidemment servi dans les aventures qui ont suivi. Parce que tu as enchaîné ensuite avec le BHV, c'est ça ? Ouais, après j'ai rejoint le groupe Galeries Lafayette. Et je pense que j'étais outsider parce que j'avais la casquette achat, maison, qui a toujours été le fil rouge de mon premier job chez Casino, Westwing, vente privée de mobilier déco. BHV, c'est quand même, même s'il y a toutes les catégories, c'est un grand magasin où on trouve la mode, la beauté, mais la maison, c'est vraiment sa force avec le bricolage et les loisirs. C'est vraiment, ça a 165 ans, c'est le temple de la maison à Paris. Donc j'avais cette casquette-là, mais ce qui manquait au BHV, qui appartient donc aux Galeries Lafayette, c'était de lancer la partie e-commerce qui n'existait pas. Et donc en 2018, quand j'ai rejoint le BHV, on a lancé bhv.fr et ça a été super, surtout que derrière, quand on a vécu le Covid,
même si c'était une petite partie du business, c'était ouvert, ça nous permettait de garder contact avec le client. Donc ça a été une vraie source de satisfaction. Et puis aussi, ça a permis de vraiment transformer en profondeur le BHV, puisqu'on a mis à disposition des outils digitaux dans les mains des vendeurs historiques pour savoir où étaient les stocks, s'ils étaient présents au magasin, s'ils étaient présents à l'entrepôt, te faire livrer chez toi, te faire livrer en pick-up point au BHV le lendemain. Donc ça a vraiment changé radicalement la façon de gérer le BHV côté magasin. Trop bien. Et ça fait quoi d'arriver à la tête d'une grosse entreprise déjà existante? C'est vrai qu'on est en contact, nous, avec des fondeurs, et même toi, via ton rôle de BA chez Leia, avec des personnes qui créent tout de A à Z. Qu'est-ce que ça fait d'arriver sur un truc existant et quels sont les plus gros challenges à la prise de poste? Alors, pour le BHV, tu veux dire? Ouais. Ou même pour tes autres expériences, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que quand tu rejoins une entreprise qui a 165 ans, ce qui est important, c'est... et tu as des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont hyper engagées. C'est important de comprendre la culture de l'entreprise. Moi, j'ai jamais renversé la table quand je suis arrivée. L'idée, c'est évidemment de faire bouger des lignes, de transformer, d'accompagner, de moderniser, mais en s'appuyant sur l'héritage, le savoir-faire. Et donc, c'est aussi une force, en fait, de se dire que tu as autant de gens dans Paris qui sont attachés à ce lieu, qu'il y a des histoires de dingue, de rencontres, même entre les collaborateurs qui se sont... je remettais des médailles aux collaborateurs qui avaient 40 ou 45 ans de maison. Une maison, donc potentiellement ils n'avaient travaillé qu'au BHV, ils avaient trouvé leur femme ou leur mari au BHV. Donc moi, ça me touche beaucoup aussi de s'appuyer sur cette histoire-là. Avec le directeur artistique, on avait replongé dans tous les logos, dans toutes les histoires. Il y avait beaucoup de tableaux qui étaient conservés, parce que le groupe Galeries Lafayette, ils sont très précautionneux de tout cet héritage. Et donc, tu allais plonger dans les archives, c'était passionnant. Après ça, tu as un legacy, quand tu arrives aussi, qui est compliqué. C'est-à-dire que quand tu rejoins un pure player comme Le Bon Coin, tu as d'autres défis, mais par essence, c'est une boîte qui est tech, c'est une boîte digitale. Donc tu n'as pas, même si elle a 18 ans, tu peux avoir des problèmes de couches de système qui ne se parlent pas forcément très bien. Mais quand tu veux transformer et décréter que tu vas faire de l'omnicanalité au BHV, mais qu'aucun système ne se parle, que la supply chain a été montée sans penser un jour à faire du e-commerce, en fait, tu as tout à reconstruire d'un point de vue IT, outils, logistique. Et donc, c'est des défis qui sont beaucoup plus lourds parce que ça nécessite des investissements qui sont colossaux. Et quand tu diriges un magasin, tu as déjà énormément d'enjeux à moderniser le magasin, investir des CAPEX. Donc, mettre ces CAPEX-là en additionnel pour développer le e-commerce, qui n'est pas forcément rentable, voilà, tu te retrouves à avoir des discussions et des arbitrages. Tu sais que tu dois y aller. Enfin, moi, ma conviction, c'est que la force, c'est d'avoir le magasin physique et le relais e-commerce, évidemment. Mais ça nécessite des arbitrages d'investissement qui sont parfois difficiles à prendre parce que le retour sur investissement n'est pas immédiat. Tu as un peu des histoires de tes plus grosses galères parce que j'imagine qu'en tant que DG, il a dû se passer des énormes trucs. Typiquement, le 30 janvier, avoir toujours les cadeaux en stock, c'est un peu problématique. Tu as un peu des petites anecdotes à nous partager? Au BHV, j'avais l'impression d'être un peu la mère d'un petit village. Parce que, en fait, c'est un magasin qui est... les Galeries Lafayette avaient 80 000 m² dans le Marais. Et le magasin du BHV, c'est plus de 35 000 m². Et tu produis ta propre eau glacée pour faire de la climatisation. Tu as 3 étages souterrains que tu n'imagines pas, avec des machines incroyables pour gérer le magasin en autonomie. Donc on avait un directeur technique qui était incroyable. Donc tu découvres des nouveaux métiers, ça c'est passionnant. Et on a vécu les gilets jaunes, les grèves du 5 décembre 2019 où tout s'est immobilisé au moment où on allait lancer Noël. Et ensuite le Covid. Et le Covid, c'était la première fois, alors que le magasin avait plus de 160 ans, que les portes fermaient. Et donc, on arrêtait les caisses, les escalators pour une période longue. Et donc, on ne savait même pas si on allait pouvoir les relancer et comment ça allait redémarrer le jour où il faudrait ouvrir. Donc ça a été une aventure de dingue parce que c'était inédit. C'était jamais arrivé que le magasin ferme. Mais assez vite, on s'est mis en ordre de marche pour
pour faire en sorte qu'on continue les travaux, par exemple, qui nous prenaient un temps infini, parce qu'il fallait les faire la nuit quand les clients n'étaient plus là. Là, on pouvait les faire le jour. Donc, assez vite, on a eu les autorisations. Donc, en fait, on a continué à énormément moderniser le magasin et les surfaces de vente. Et les équipes ont vraiment joué le jeu. Une toute petite partie, celles qui étaient impliquées sur ces sujets-là. Les autres, ils étaient chez eux. Et donc, gérer un grand magasin, c'est un lot de sujets très opérationnels, de vol ou de trucs hallucinants qui peuvent se passer dans la boutique, et aussi une direction générale de donner la vision de comment tu repenses le grand magasin à 5-10 ans. Donc, mais moi, c'est ça que j'aime bien dans le retail, c'est le côté d'avoir vraiment la tête dans les nuages et les pieds dans la gadoue. J'aime quand c'est hyper opérationnel. Donc, j'aimais aller faire les inventaires, par exemple, avec les équipes bricolage, d'aller compter les produits une fois par an, parce que ça fait partie du retail, de connaître ta démarque inconnue. Et je trouvais que c'était sympa de le faire avec les équipes. Donc, voilà, cette ambivalence-là, je trouve que c'est une vraie richesse, et le retail permet ça. Génial. Et tu parlais du lancement e-commerce, qui est un changement structurel pour le BHV. Et c'est ce qui t'a donné envie ensuite de passer du côté e-commerce justement avec Le Bon Coin, ou quelle a été un peu la démarche? Alors, j'avais déjà fait le pure player avec Westwing, mais c'est vrai que Le Bon Coin, c'est une entreprise qui a une taille qui est c'est pas comparable. J'avais l'envie de rejoindre une boîte tech, une vraie boîte tech. Il y a 1500 personnes qui travaillent au Bon Coin en France. 670, c'est produits, tech, data. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément su par les utilisateurs, mais c'est vraiment une boîte tech. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis, j'étais évidemment intéressée par le côté responsabilité, d'aller promouvoir la seconde main et d'essayer de faire de la seconde main le premier choix pour les Français et les Françaises. C'était des initiatives qu'on avait poussées aux Galeries Lafayette et donc au BHV avec les équipes, mais on ne trouvait pas forcément de business model. C'est ça le problème dans le retail physique. On n'a pas encore craqué vraiment le sujet de la seconde main avec une rentabilité. Et donc rejoindre une aventure où ça fait de la croissance, c'est rentable, ça va au-delà du bien de consommation. J'ai découvert des nouveaux secteurs, l'immobilier, l'auto, l'emploi, location de vacances. Donc ça aussi, pour moi, c'est des vrais intérêts quand je prends une nouvelle mission. C'est de me dire que j'arrive avec un bagage et des choses à apporter, mais aussi je vais continuer à apprendre énormément. Et donc ça, c'était super. Et donc le fait d'être aligné sur les deux, ce qui concerne vraiment profondément les Français, à la fois travailler sur le pouvoir d'achat avec la seconde main et de la consommation plus responsable, plus les gens que j'ai rencontrés pendant les entretiens. C'est ça aussi qui fait évidemment que tu rejoins une aventure. Je me suis dit que c'était le bon moment après 5 ans de rejoindre Le Bon Coin, et je regrette pas un jour. C'est une super aventure. Et tu parlais tout à l'heure de culture d'entreprise. Effectivement, quand tu arrives dans une boîte qui existe depuis 150 ans, il y en a une, j'imagine. Est-ce qu'il y a des valeurs, et notamment, tu as l'air hyper impliqué pour tout ce qui est sujet diversité, inclusion. Est-ce qu'il y a des valeurs qui te tiennent à cœur, que tu as réussi à mettre en place en arrivant, que ce soit au Bon Coin ou ailleurs? Alors, au Bon Coin, c'est une entreprise qui a une culture très forte. On dit ça beaucoup de boîtes. On m'avait dit ça avant que j'arrive, mais c'est vrai. Autour de la proximité, de la créativité, de l'engagement, du pragmatisme. Et c'est chevillé au corps. Donc, c'est assez impressionnant. Et moi, j'ai été bluffée de voir ô combien les sujets de diversité, équité, inclusion étaient vraiment adoptés par une grande majorité des collaborateurs. Sur le Pride, donc tout ce qui est promouvoir la communauté LGBTQI+. Sur les femmes, il existait déjà des initiatives. Et moi, j'ai juste secoué un peu le cocotier pour que ça reprenne vie et que ça accélère, notamment sur le sujet des femmes. Donc, je suis sponsor à la fois de l'initiative Elles sont Le Bon Coin, mais aussi sponsor... Tu peux nous préciser en quoi ça consiste? Ouais, je vais vous dire ça, ouais. Et aussi sponsor au niveau d'Adevinta, donc au niveau du groupe. Parce que l'intérêt pour moi, on est un groupe. Donc, Adevinta, c'est le groupe, la maison mère du Bon Coin. On est présent dans plusieurs pays dans le monde, mais surtout dans 5 pays en Europe, où on travaille en étroite collaboration avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Benelux. Et il faut que ce qu'on fasse au niveau local,
il y a plein d'initiatives qui doivent rester locales, mais qu'elles soient alignées avec aussi la caisse de résonance au niveau global. Et donc, quels sont le Bon Coin ? Ça avait 1 an, donc on a fêté les 1 an du réseau quelques mois après mon arrivée. Et l'idée, c'est qu'on fait... au départ, c'était vraiment les femmes dans la tech. Le Bon Coin, c'est une boîte tech. Quand on regarde nos chiffres de présence de femmes dans l'entreprise, au global, on en a 42%, donc c'est pas si mal. Quand on creuse, on voit que dans le management, c'est un peu moins le cas, même si c'est là encore, c'est pas dramatique. Mais par contre, quand on regarde dans la tech, on est produit et tech aux alentours de 30%, tech pure, on est en dessous de 20%. On a énormément fait pour que ce pourcentage augmente. Donc, il y a eu des initiatives portées par des hommes, d'ailleurs, pour que les choses bougent. Mais on a un vrai problème de sourcing. Et donc, on s'est dit, quelles initiatives on fait pour aller chercher à l'extérieur, donner envie aux jeunes filles dès le collège, donc avec la Fondation Blaise Pascal, de faire des mathématiques et de devenir ingénieur et d'apprendre le code. Donc ça, c'est des femmes rôle modèles du Bon Coin qui font ces métiers-là, qui vont parler à des jeunes filles. On travaille aussi avec Social Builder pour les femmes qui sont en reconversion, leur donner aussi envie de rejoindre le Bon Coin. Il faut leur faire de la place parce qu'on n'a pas forcément toujours des rôles de juniors pour qu'elles viennent. Et donc, c'est l'enjeu de jouer un peu d'écoute, de leur faire de la place et aussi de les accompagner, de faire du mentorat. Et plus globalement au Bon Coin, au-delà des femmes de la tech, qui est un sujet, on a aussi des grosses équipes de commerciales. Et il faut que les femmes aussi se sentent bien dans un environnement où elles aient les conditions pour, si elles ont envie d'évoluer, évoluer. Si elles ont envie de faire leurs enfants, pouvoir faire leurs enfants et se sentir en sécurité pour le faire. Ou d'autres projets. Et donc, on a tout un programme de prise de parole, de déjà mieux se connaître, de temps passé entre nous, de prise de parole de leaders extérieurs, de formation. On va lancer un programme de mentorat pour les femmes, les jeunes femmes et les femmes plus expérimentées. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place et on a beaucoup de choses à faire pour vraiment faire encore bouger les lignes chez nous. Et puis, j'échange énormément avec les autres entreprises. Et je prends les bonnes pratiques. Récemment, j'ai échangé avec Orange, j'ai vu Google, PayPal. Il y a plein de choses, de bonnes idées à prendre des autres boîtes. Et donc, je suis très preneuse de ça aussi pour accélérer. Hyper inspirant. On essaie à notre niveau aussi chez Daphne de se mettre au goût du jour et de s'inspirer aussi des bonnes pratiques qui sont ailleurs. Donc, merci du partage. Et c'est une bonne transition sur Leia Capital. Et du coup, tu es BA pour ce fonds. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est une aventure de dingue. On se voit beaucoup et c'est super. Donc Leia Capital, c'est 29 BA femmes. Moi, j'ai rejoint le fonds 2. Donc, elles avaient fait une initiative. Au début, elles étaient 15. Et elles ont ouvert pour un second round à 29. Donc, il y a 14 personnes supplémentaires qui se sont ajoutées. Et l'idée, c'est de défendre l'entrepreneuriat au féminin. Parce que les chiffres sont dramatiques. Tu vois que 2% des fonds vont à des entreprises qui sont fondées uniquement par des femmes, 15% quand c'est co-fondé hommes-femmes. Et donc, c'est soit qu'il n'y a pas assez de femmes founders, soit que les femmes n'ont pas accès à l'investissement. Donc, on essaye d'ouvrir notre réseau, de les financer, parce que l'argent, ça compte. Même si nous, on met des tickets entre 50 et 100 000 euros. Donc, en fait, ce n'est pas que le côté financier qui va changer la donne. Mais c'est plus l'accompagnement, le fait qu'elles soient soutenues par des femmes, ouvrir notre réseau, les accompagner sur des sujets spécifiques. Et ça, c'est génial. Parce que moi, je faisais de l'investissement de mon côté de façon plus ou moins successful. Et je me suis dit, la puissance de l'intelligence collective, on va faire ça avec d'autres. Je connaissais 1 ou 2 personnes seulement parmi les 29. J'ai découvert des femmes géniales avec qui on a vraiment un grand plaisir à passer du temps ensemble. D'ailleurs, Daphne nous accueille régulièrement, donc merci. Puisque 1 fois par mois, on voit des entreprises qui viennent pitcher. Et donc, on cherche des lieux pour se réunir. Et c'est des bons moments. Donc, je me retrouve à faire des due deals sur mon temps off. Alors, pas comme vous le faites, de façon plus courte, mais en s'appuyant aussi sur nos réseaux et les expertises qu'on a autour de nous pour se faire une idée rapidement sur les entreprises qui nous sont présentées.
Et donc, on veut qu'il y ait au moins 30% des founders qui soient une femme. On voulait être plus ambitieux au départ, mais ça réduisait trop le deal flow. Donc, 30%, c'est déjà bien. Et donc, on reçoit plein de dossiers. On n'a pas de test d'investissement, donc on voit des trucs tous les secteurs, diversifiés. Agriculture, medtech, produits, retail. On a de tout. Et vous avez combien de boîtes en portefeuille aujourd'hui ? Alors, dans le premier round, elles avaient investi dans 6 boîtes. Et là, de mémoire, je crois qu'on en est déjà à 9. Okay. Avec des choses très diversifiées. On a Bao Family, par exemple, autour de la cuisine, la démocratisation de la cuisine chinoise. Mais on a des sujets beaucoup plus tech sur l'agriculture, sur la formation. On a des très belles boîtes. Et bon, maintenant, on va attendre de voir ce que ça va donner dans le temps. Génial. Et tu parlais aussi tout à l'heure d'un réseau de femmes dans le retail ? Ouais, avec une amie en 2017, on s'est dit sur un télésiège au ski, on fait pas assez de réseaux, mais on se sent pas forcément à l'aise de rejoindre des réseaux existants déjà gros, où tu te retrouves avec ta coupette, pas trop à l'aise. Donc on s'est dit, bon, on va prendre les devants et on va monter notre propre réseau qu'avec des femmes qu'on a cooptées, avec qui on a envie de passer du temps. Parce que c'est un mélange de pro et de perso qui se mixent. Et on essaye de se voir 4-5 fois par an autour d'un intervenant extérieur, un homme ou une femme, plus ou moins proche du retail. On a eu des grands patrons de retail comme Philippe Houzet des Galeries Lafayette ou Laurent Melchior qui dirige Etam. Mais on a aussi eu des reporters de guerre, journalistes, des sportifs de haut niveau. On a eu Cédric Grolet, pâtissier. Donc en fait, ils viennent, c'est moi, ma vie, mon œuvre. Et par leur expérience, en fait, on apprend plein de choses. Et derrière, on a un dîner ensemble où on parle évidemment de ce sujet-là. On tire le fil. Mais ce mélange pro et perso. Et c'est un réseau qui m'est extrêmement utile. Je ne pensais pas que ce serait aussi fort. Mais dès que je me pose des questions, ça fait vraiment ping-pong. Et on fait même des sous-groupes sur des thématiques qui nous intéressent. Sur les femmes, par exemple, j'avais proposé l'initiative de faire un jeu qui s'appelle le Maillon Fort, qui est une sorte de fresque du sexisme réduit. Et donc, on était là, on est 40 dans le réseau, mais là, on était 8 à participer à ce jeu, par exemple. Donc, il y a des sous-parties qui se créent. Et je sais que les femmes, entre elles, et c'est ça qui est génial, elles se voient indépendamment, évidemment, de moi ou de la personne avec qui j'ai fondé ce réseau. Et c'est génial. Le pouvoir du réseau, on est convaincus. Ouais, mais c'est sous-investi, je pense, en France, et notamment les femmes. Parce que quand tu es jeune, tu vois pas forcément l'intérêt. Et puis après, tu as tes amis, tu as ta famille. Et cet investissement-là, tu le fais pas forcément naturellement. Je pense que c'est pas très dans la culture de ce qu'on nous apprend, même dans les écoles. Même si ça te fait ton réseau, si tu as fait une école de commerce ou par tes premiers jobs. Ou d'autres études d'ailleurs, mais je pense vraiment qu'il faut donner ce temps gratuitement, en fait, sans attendre en retour, et qu'en fait, naturellement, par la vie, on te le rend fois 1000 quand après tu as des questions, que tu as besoin de gens, et c'est hallucinant. Donc régulièrement, je prends des cafés avec des gens qui me sollicitent, souvent des femmes d'ailleurs, on va le dire, pour essayer de leur donner un coup de pouce si je peux. C'est pas forcément facile d'avoir la disponibilité dans l'agenda, mais je regrette jamais parce que tu rencontres des nouvelles personnes, et puis après, quand c'est arrivé, évidemment qu'en échange, parfois j'ai besoin de demander des services et que ça me soit rendu, donc c'est génial. Je me rappelle notamment de notre première rencontre où je t'avais sollicité pour un café. Exactement. Mais voilà, magnifique. Moi, il y a une question qui me reste. Vas-y. Et peut-être, du coup, parce que tu as Le Bon Coin, Léa, le groupe retail, comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien ? J'allais dire, quel est ton secret ? Je crois que j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'énergie. Franchement, c'est une joke, mais je dors très bien, et je crois que c'est aussi salvateur d'avoir un sommeil réparateur. Donc, et j'ai un rituel. Tous les dimanches soirs, je me couche à la même heure que les enfants. Donc à 20h30, je suis au lit. Je dors pas forcément toujours à 20h30, mais c'est rare que je dépasse le 21h. Et ça, c'est ma nuit où je vais me ressourcer. Et après, je suis un peu, c'est vrai, boulimique d'activité, de rencontrer des gens. J'ai beaucoup de mal à dire non.
parce que je trouve qu'il y a toujours un intérêt. Et donc, dans mes bonnes résolutions, chaque année, c'est de me dire, attends, chaque moment passé, est-ce que tu fais bien de l'investir comme ça? Parce qu'évidemment, on n'a pas parlé, mais à côté de ça, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les amis. Avec mon conjoint, on est un peu des animaux sociaux, donc on aime bien recevoir à la maison. On a très souvent des dîners. Et donc, t'es familière avec le concept du FOMO, j'imagine. Ouais. Et donc, j'essaye de me soigner. Mais c'est dur parce qu'en fait, j'ai une vraie curiosité qui me fait que je regrette quasiment jamais quand j'ai dit oui à des choses plus ou moins proches de ce que je fais au quotidien. Donc, c'est aussi ce qui me nourrit. On en discutait en interne l'autre jour. On regrette rarement de participer à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on en tire toujours quelque chose. Ouais, moi, je suis convaincue. Tu as toujours une personne, un lieu, un truc qui va se passer qui fait qu'il y a une étincelle. Mais tu peux pas être partout. Et c'est vrai que je suis extrêmement sollicitée. Et donc, il faut faire des choix. Et donc, j'essaye de travailler là-dessus. Mais c'est aussi ce qui me nourrit et me donne l'énergie pour les équipes à côté, d'avoir ces chakras ouverts. Donc, je pense qu'il faut juste bien mesurer. Et c'est une question d'équilibre. Mais le faire, je sais que c'est important et essentiel pour moi. Génial, on est hyper admirative. Et sur un ton plus léger, on aime bien finir par les questions de la fin. Tu vas en poser une, Alex? Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous citer une annonce complètement what the fuck que tu as pu voir passer sur Le Bon Coin? Alors, des annonces what the fuck sur Le Bon Coin, il y en a quand même pas mal. Une qui me vient comme ça, c'est une personne qui vendait ses frites du McDo. Intéressant, qu'a trouvé preneur. Je crois pas qu'il ait trouvé preneur. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire une parenthèse. C'est quoi votre position sur la lutte anti-contrefaçon? Et quels sont les filtres qui sont mis pour jauger un peu ça passe, ça passe pas? Alors, nous, on est hébergeurs, donc les personnes diffusent des annonces et ensuite on a des algorithmes apprenants et qui s'enrichissent sans cesse, qui vont faire de la modération. À côté de ça, on rajoute, donc on peut, sur signalement, s'il y a des choses qui paraissent pas normales, enlever les annonces. Et ensuite, on a une équipe dédiée sur les sujets de contrefaçon, notamment dans la mode, qui vont, eux, selon de très très nombreux critères par marque, essayer de repérer si le produit est contrefait ou pas. On travaille surtout en étroite collaboration avec de nombreuses marques qui, elles, nous alertent s'il y a des sujets et qu'elles voient des choses. Et donc là, immédiatement, on peut agir. Et puis, le prix, souvent, c'est un indicateur. Quand on voit, je sais pas, un smartphone ou un sac Chanel à un prix déconnant, on peut se poser des questions. Ok. Retour sur de la légèreté. Quelle est l'app de ton téléphone que tu ne supprimeras jamais? Jamais. Je dirais Waze pour partir en vacances. Mais l'app de la liberté. Ouais, l'app de la liberté. Qu'est-ce que je peux vous dire de fun là-dessus? Non, mais ça nous va très bien, Waze. Ouais. Ça nous convient. Et est-ce que, une petite dernière, mais celle-ci, elle n'est pas évidente non plus. Et tu as le droit de prendre du temps pour réfléchir. Si tu devrais mettre un homme ou une femme sur un nouveau billet de banque, tu mettrais qui? Là, de cette circonstance, mais je mettrais Simone Veil, avec l'IVG qui a été inscrit dans la Constitution. On en parlait encore hier, parce que mon conjoint me disait je vois pas trop le point parce que c'était pas à risque. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de ce qui va se passer à l'avenir, surtout que on voit que dans tous les pays, ça se tend et ça part aux extrêmes de façon assez forte. Et donc, d'avoir cette garantie-là pour l'ensemble des femmes, pour ma fille, pour nos filles, pour tous ceux qui nous ont soutenus, hommes et femmes. Moi, c'est une très grande fierté. Et donc, Gisèle Halimi ou Simone Veil sur un billet de banque, je trouverais ça cool. On est bien d'accord. Ouais, on espère que la Banque centrale nous écoute. Merci beaucoup, Amandine. On va finir là-dessus. Et on invite tous nos auditeurs à partager et à liker cet épisode si ça leur a plu. Merci pour ce moment. À plus. Merci, à bientôt.